Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Suspension du financement des États-Unis dans le cadre du programme USAID. Le ministre de l'Éducation nationale exprime ses inquiétudes. Le programme de l'introduction des langues nationales était financé, selon lui, en grande partie par l'USAID. Moustapha Guirassy appelle à repenser le financement des programmes. Et puis, révision de la loi agro-silvopastorale, les acteurs se penchent sur la question et attendent plusieurs changements. Les femmes, elles, veulent désormais avoir leur mot à dire dans le Conseil national. Donc, les femmes veulent se faire désormais entendre. Et puis à Rufisque, le département va accueillir bientôt le premier salon dédié à l'innovation technologique dans le département. Plusieurs jeunes seront outillés et formés dans ce sens et pour leur donner des opportunités dans les secteurs comme le numérique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Après la suspension du financement des États-Unis dans le cadre du programme USAID, le ministre de l'Éducation nationale parle d'un impact lourd. Le programme de l'introduction de langue nationale dans le système était en grande partie financé par l'USAID. Selon Moustapha Guirassy, il est temps de repenser le système de financement des activités. Moustapha Guirassy s'exprimait en marge de la rencontre du comité de pilotage du projet d'amélioration des performances du système éducatif du ministère de l'Éducation nationale. Moustapha Guirassy, que nous écoutons au micro de Babacar Seck. Nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous le subissons directement et c'est un impact extrêmement lourd sur un aspect important des activités du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les langues nationales. Leur importance dans le ministère, leur importance pour la performance scolaire de nos élèves, la place qu'occupent les langues nationales aujourd'hui et l'essentiel des activités étaient financées justement par l'USAID. Et voilà, donc de façon inattendue, une décision qui nous vient donc des États-Unis et en arrêtant le financement, en suspendant. Mais les informations que nous avons pour l'instant ne nous rassurent pas. Cela nous interpelle tous. C'est la question donc de la souveraineté. L'État du Sénégal, les différents ministères qui doivent absolument repenser cette question-là du financement des activités. On ne peut pas continuer à fonctionner de cette sorte et surtout à confier donc son destin à l'extérieur, donc quelle que soit la qualité des partenariats. Je pense que quand c'est sensible, nous devons tout faire pour que le financement soit assuré par l'État lui-même. Parlons tout à fait d'autre chose. La révision donc de la loi agro-silvopastorale, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, se penche sur la question. Plusieurs changements sont attendus dans le cadre de la révision de cette loi votée en 2017. Le CNCR, également, les femmes veulent désormais faire partie du Conseil de concertation et de coopération des ruraux. Elisabeth Grastine et Mafalfal. La révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale reste une préoccupation majeure. Elle vise à apporter quelques changements, selon Nazirou Sall, président du conseil d'administration du CNCR, Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. La révision, on est en train de voir, effectivement, en fonction de l'évolution du contexte, parce que ça fait 20 ans, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Les premiers éléments qui commencent à nous sortir, c'est une loi qui était concentrée sur ce qui est activité végétale, agricole et élevage. On voudrait qu'on parle d'une loi agro-silvopastorale et halieutique. C'est le premier changement. Il y a la question des perturbations climatiques. Il y a autant d'autres éléments, effectivement, qui nous viennent des
consultations qui ont été organisées dans les 14 régions qui seront triées pour amener à clarifier. Mais le plus important pour nous, du point de vue du segment, du secteur que nous sommes, c'est l'application de la loi. En préparation de leur prochaine rencontre avec le président de la République, le CNCR dresse déjà la liste de ses attentes. Bon, le premier changement, j'ai dit, le premier changement que nous cherchons, c'est de nous prendre en tant qu'acteurs au lieu de bénéficiaires. Mais les autres changements, c'est que c'est les décisions que j'ai dit. Si on améliore les conditions du financement, si on améliore les conditions d'insertion des jeunes, si on a un foncier plus clair, si on parle fondamentalement de notre statut, comment ça devrait se faire, qu'on a un agenda, on réintègre leur agenda républicain, tout ça permet effectivement de faciliter à arriver à ce que l'État cherche la souveraineté alimentaire de notre pays. Le décret de 2007 avait mis à l'écart les femmes. Khady Fall Tall, présidente des femmes transformatrices, réclame une place pour les femmes au sein du CNCR. Nous voulons amener un contenu, le contenu de ce que font les femmes dans l'agriculture. Ce n'est pas qu'on n'est pas dans l'agriculture de production, hein. On y est en plein. Nous cultivons, nous avons une tôle. Mais on est plus remarqué dans la transformation, dans la préparation de la semi-industrialisation de notre agriculture. Et aussi longtemps qu'on restera sans professionnaliser, sans industrialiser notre agriculture, on continuera à importer des produits alimentaires. Ça fait partie de ce qui appauvrit nos pays à travers la balance de paiement qui est toujours déficitaire. La loi d'orientation agro-silvopastorale a été votée en 2007. Le CNCR veut aujourd'hui réinventer le secteur face aux défis tels que le foncier, le financement, le changement climatique, la dégradation des sols et l'instabilité des marchés mondiaux. Récurrence des incendies dans les marchés au Sénégal. Des mesures s'imposent selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce qui était à Kaolack après l'incendie du marché Guédié. D'après Matarlar, une rencontre sera tenue prochainement avec les acteurs de la région. Je propose de l'écouter, il est ici au micro de Sékou Diallo. Je voudrais juste rappeler que pratiquement il y a un peu plus de mois, on était également là, pratiquement le même problème et véritablement dans le même marché, pour dire qu'il y a urgence. Il y a urgence justement à moderniser les marchés compte tenu de la recrudescence des incendies qui se déclarent un peu partout. Il faudrait de ce point de vue qu'on puisse s'asseoir avec tous les acteurs dans une dynamique concertée avec les mairies et les commerçants, et le gouvernement bien sûr, et le programme de modernisation et de gestion des marchés, le PROMOGEM, qui est un programme du gouvernement, pour voir comment faire pour que justement nous puissions disposer des marchés modernes, bien aménagés et qui résistent en tout cas au problème des incendies que nous constatons un peu partout. Je voudrais juste annoncer la venue prochaine de M. le ministre, le Dr Serigne Gueye Diop, qui tiendra un CRD ici à Kaolack avec les acteurs concernés, parce que je pense que parmi les régions les plus concernées par les incendies, je pense que Kaolack en fait partie. Donc il viendra lui-même dans le cadre d'un CRD pour engager la discussion avec la mairie. Je pense qu'il y a un projet qu'il veut dérouler. Le PROMOGEM, qui est en tout cas le programme du gouvernement pour la modernisation du marché, pour essayer de trouver une solution définitive aux incendies qui se déclarent un peu partout au Sénégal, particulièrement à Kaolack. Et puis les populations de Farar, d'où est originaire Tabaski Ngom, ils réclament la libération donc de l'inspectrice du Trésor en prison depuis quelques jours. Maintenant, les soutiens de Tabaski déplorent le fait que l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, député à l'Assemblée nationale, ne soit pas levée alors qu'il est cité dans ce dossier. Voici le porte-parole des populations de Farar. Il s'appelle Ali Sen. Nous manifestons pour demander justice parce que l'inspectrice du terrain Tabaski Faye, elle est née dans ce village. Elle s'est bâtie jusqu'à gravir tous les échelons et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est inspectrice principale du Trésor, mais depuis qu'elle est fonctionnaire de l'État, elle a toujours été lésée. Elle est inspectrice des Trésors, mais tous les postes qu'elle a occupés, ce sont des postes de contrôleur du Trésor. Tabaski est une inspectrice principale du Trésor. Elle devrait être percepteur régional ou au moins percepteur départemental, mais aujourd'hui, les postes qu'elle a occupés, ce sont des postes d'ACP. Des postes que vraiment ce sont des contrôles qui l'occupent ou bien de simples comptables.
vraiment ce qui n'a pas été vraiment à la hauteur de son diplôme. On l'a cité dans une affaire, il y a des gens qui l'ont cité, d'autres on les a convoqués. Il y a un autre, en l'occurrence Moustapha Diop, dont le procureur du pôle financier a demandé son immunité parlementaire jusqu'à présent. Et les députés tardent à voter l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Et vraiment ça, nous le déplorons jusqu'à la dernière énergie. Nous interpellons le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et tous les autres dirigeants de ce pays, le ministre de la Justice, vraiment à faire de leur mieux pour que vraiment ce dossier soit élucidé. On a entendu aussi des fausses informations, tant que les gens ont participé, ils ont découvert des titres fonciers. À l'heure où nous sommes, Tabaski n'a même pas une maison. Elle n'a même pas une maison. Tout ce qu'elle a, elle n'a pas de titre foncier, elle n'a même pas une maison immatriculée à son nom aujourd'hui. Tout ce que les gens racontent, ce sont des fausses informations, ce qui n'est pas tout à fait logique. Après plusieurs mois de contestation, la commune de Djoulakan tient désormais sa gare routière finie à la dépendance vis-à-vis de Kolda. Les habitants accueillent avec enthousiasme cette infrastructure, n'est-ce pas, Seydou Diatta? Pour rallier l'intérieur de la région ou du pays de manière générale, la gare routière de Kolda a toujours été le passage obligé pour les populations de la commune voisine de Djoulakolon. Un chemin de croix pour les populations et un manque à gagner pour la dite collectivité locale que le maire Boukari Mbalo ne peut laisser prospérer, comme en témoigne cette ouverture officielle de sa propre gare routière. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là pour inaugurer d'abord la gare routière de Djoulakolon. On a lutté vraiment pour la gare routière de Djoulakolon. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour vraiment contrecarrer une autre gare routière. Mais ce n'est pas ça. La commune de Djoulakolon, elle est autonome. On a le plein droit d'ouvrir une gare routière. On l'a fait. Le projet était ambitieux et renfermé en Paris, mais la toute nouvelle gare routière a déjoué tous les pronostics grâce à l'affluence constatée aussitôt après sa mise en service. Actuellement, les clients viennent. Il y a des véhicules pour Dakar, il y a des véhicules pour Tamba, il y a des véhicules pour Kaolack, Felkené, Vélingara, partout dans le Sénégal. Les garages là, ça arrange beaucoup les villages. Si sur le côté Guinée-Bissau, côté Gambie. Même départ Dakar, il y a des véhicules ici. Une bonne dynamique certes, mais le maire veut plus et invite les acteurs à voir les choses en grand. Un budget pour faire des cantines foncières, un mini-forage. Il y a une nouvelle station qui va être créée. Là, à moins de 5 ans. En tout cas, moi, je vais les accompagner pour se formaliser. Pour vraiment le registre de commerce, avoir les NINEA. Ouvrir un compte bancaire. Et demain et après-demain, c'est sur le financier pour les financer, au moins pour augmenter le parc automobile au niveau de la gare routière de Djoulakolon. Rappelons que ce projet qui vient de voir le jour, bien que salué par la population de la commune de Djoulakolon et environ, n'avait pas fait l'unanimité à la gare routière de Kolda. La pomme de discorde avait même atterri à la justice et occasionné des arrestations dans les rangs des contestataires. Seydou Diatta, pour une meilleure protection sociale des conducteurs de moto, taxi à Kaolack, une assurance islamique conforme au principe de la charia, Sen Takaful. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, destinée donc aux conducteurs de Jakarta. Voit le jour, les initiateurs ont signé un partenariat avec les conducteurs de moto-taxi de Kaolack et veulent étendre le projet dans toutes les régions du Sénégal. C'est Koudialou. Pour le lancement d'une assurance islamique destinée aux conducteurs de Jakarta, Sen Takaful, guichet islamique de Sen Assurance Vie, s'associe au mouvement des conducteurs de moto-taxi de Kaolack. Dans un partenariat stratégique via Sakina, nos villes se développent en Afrique. Le transport en matériel de 2 roues est une solution. Et donc, le nombre de mototaxis est assez important. Et conséquence de ce nombre, il y a quand même quelques accidents. C'est une action de solidarité. Les Jakartamens sont solidaires avec les Jakartamens. Cette alliance stratégique propose pour seulement 100 francs par jour et 6 jours par semaine. Une chose magnifiée par les conducteurs de mototaxi de Kaolack. Sen Takaful vient tout simplement de nous organiser. Nous sommes un pays sous-développé et les conducteurs de mototaxi souvent confrontent à des difficultés s'il y a un accident. Nous, en tant que responsables, nous faisons des quêtes. Donc ça c'est important. C'est important et nous le saluons et tous les conducteurs le saluent. La couverture complète de cette plateforme d'assurance inclut une prise en charge des frais médicaux en cas d'accident jusqu'à 100 000 francs CFA par an.
une indemnisation de 1,5 million de francs CFA en cas d'invalidité totale. L'Association des historiens du Sénégal relance ses activités avec un programme axé sur l'histoire, la citoyenneté et le développement. Ses membres veulent promouvoir le culte du savoir et la recherche. Les autorités annoncent un programme pour la valorisation de l'enseignement de l'histoire. Un compte rendu signé Satou Diba et Cheikh Matidiane Diouf. Remis en marche depuis août 2024, l'Association des historiens du Sénégal s'est donné rendez-vous à l'auditorium Khali Amar Fall pour le lancement de son programme annuel. Ce programme a pour objectif principal de contribuer à la connaissance et à la diffusion de l'histoire à travers différents projets de recherche et l'élaboration de manuels destinés à la société. Le thème retenu cette année est Histoire, citoyenneté et développement. C'est notre première activité de lancement du programme annuel de notre association. En choisissant le thème d'aujourd'hui intitulé Histoire, citoyenneté et développement, nous avons voulu, à travers ce thème, apporter notre contribution à l'agenda de transformation du Sénégal mis en place par les nouvelles autorités. Parce que vous pouvez le comprendre que depuis que les nouvelles autorités sont arrivées au pouvoir, la question de l'histoire, de la commémoration, vous avez vu la commémoration de Thiaroye a été beaucoup agitée. Et il était important qu'en tant qu'historiens, que nous puissions réfléchir sur ces questions-là. Cette rencontre permettra aux citoyens sénégalais de mieux connaître l'histoire du pays, selon Mohamedou Moustapha Sow. Dans le contexte actuel, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a véritablement une crise identitaire que nos différents pays connaissent et que l'on connaît à l'échelle du monde. Et de notre point de vue, tout cela repose sur une ignorance du passé de nos sociétés, surtout des sociétés africaines. Mais également du fait qu'au Sénégal, ici en particulier, nous pensons que les programmes d'histoire qui sont aussi enseignés ne répondent pas aux préoccupations des citoyens que nous sommes. Venu représenter le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mor Ndao salue l'initiative et estime que ce panel est plus que jamais d'actualité. Pour dire que ce panel, axé sur histoire, citoyenneté, au XXIe siècle, est salutaire. Il vient à son heure. Pourquoi? Parce que si on parcourt le référentiel, disons, de transformation nationale, vision 2050, 4 axes sont déclinés. La bonne gouvernance, l'aménagement équitable du territoire, la formation et la construction d'une économie prospère et partagée. Initié par le ministère de l'Éducation nationale, cet événement marque une volonté de valoriser l'éducation et l'enseignement de l'histoire. Le représentant du ministre a annoncé la mise en place d'un dispositif de réflexion comprenant des ateliers inclusifs réunissant des académiciens, l'inspection générale de l'éducation et de la formation, les syndicats d'enseignants ainsi que l'association des parents d'élèves. Prise en charge de la santé mentale, l'Association nationale des handicapés du Sénégal alerte ses membres et invite les autorités à accorder une place importante dans la prise en charge de cette pathologie. Ils se sont également engagés avec l'association Vivre et Devenir basée au Havre à porter le combat, mais également renforcer les liens entre les deux associations. Voici Mamadou Koli, le secrétaire général de l'association des handicapés moteurs de Grand Dakar. C'est ça. Et Marie Delorque, elle est la directrice, donc, et membre également de l'association Vivre et Devenir du Havre. Ils sont ici au micro de Barzo. Sur la problématique de prise en charge des malades psychiques, que nous appelons ici des malades mentaux. Donc vous voyez que nous avons presque les mêmes problèmes de similitude. Donc vous dire que la santé mentale, c'est un problème qui mérite une réflexion globale.
pour ne pas que ce soit des choses prises en charge de façon partielle. Nous sentons même une forte mobilisation, une forte massification de certaines personnes qui ne venaient pas dans le siège, dans l'association, qui dès l'arrivée, quand ils ont vu le programme, commencent à s'intéresser à l'association. Je pense que ça, c'est déjà un aspect très positif. Nous avons aussi appris que leurs membres qu'ils accompagnent ont eu des progressions de réhabilitation très satisfaisantes en travaillant sur ce projet, en les responsabilisant, en les permettant d'aller démarcher pour le matériel qu'ils vont amener pour notre association. Donc c'est vraiment réconfortant et c'est ça les objectifs qui étaient visés. Ce ne sont plus maintenant, ce n'est plus de partenariat où ils vont venir nous donner de l'argent, du matériel seulement, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Déjà, au niveau de notre délégation, il y a eu un réel impact sur l'état psychique des gens avec lesquels on travaille. Déjà dans le montage avant de venir et ici même, en fait, c'est des gens qui ont des troubles assez sévères et qui vont très bien, qui ont passé un séjour extraordinaire. Donc déjà, rien que pour ça, c'est une grande victoire pour nous. Mais au-delà de ça, ça a été le lien qui s'est créé entre les deux associations, entre les personnes même, on dépasse l'institution, mais vraiment entre des personnes où ça a été très fort. Et ce qui a été très intéressant pour nous, c'était on avait une idée un peu de ce qu'on pouvait, nous, amener comme soutien à l'association de Grand Dakar. Mais le fait de venir sur place, on va prendre des contacts. On a vu la réalité vraiment du terrain, on a vu le dispensaire, et donc ça nous donne des idées encore plus précises sur lesquelles on va pouvoir travailler de retour en France et surtout de préparer la seconde édition où on va inviter la délégation sénégalaise, de Grand Dakar, au Havre. Des ophtalmologues français au chevet des populations de Guinéenne, Brigitte Meyer, membre donc de la délégation française opticienne, invite les citoyens à avoir l'habitude de se faire consulter chez l'ophtalmologue au moindre signe, surtout les enfants. Des cas graves ont été découverts, selon elle, par les médecins lors des consultations. Brigitte Meyer, que je vous propose d'écouter, elle est ici au micro de Montagakan. Tous les ans, nous venons au Sénégal pour aider les gens au point de vue visuel, parce qu'il y a un gros besoin. Les gens n'ont pas l'habitude de se faire corriger en lunettes. Alors il y a sûrement une question de moyens, mais aussi une question d'éducation. Parce que pour les enfants, il serait indispensable d'aller quand même quelquefois chez l'ophtalmo et de faire des lunettes. Même si c'est cher, les enfants perdent la vision à cause du manque de correction et nous on voit des dégâts affreux. Des gens qui perdent carrément la vision à 10 ans, 12 ans, et ça c'est pas normal. Elle a dit, c'est des problèmes visuels qui se font dès la naissance ou même un peu plus tard, et qui, s'ils ne sont pas pris de bonne heure, sont irrécupérables. Là, le médecin ophtalmo qu'on a voit des cas affreux. Donc il faut à tout prix que la population se motive pour montrer leurs enfants. Et quand un enfant ne voit pas bien de près ou de loin, c'est un problème. Il faut que la personne s'en occupe et c'est indispensable. Je le disais en titre, Rufisque va accueillir le premier salon dédié à l'innovation technologique Rio Digital Show. Au menu des panels, des formations gratuites sur le digital pour les jeunes. Les organisations veulent ainsi montrer les opportunités qu'offre le numérique. Abdou Karim Beng, il est le directeur général de Mac Consulting. Il est ici au micro de Babacar Seck. Et la question centrale de la protection des données personnelles, elle est importante. Tout autant que la question de la souveraineté numérique que tous les États sont en train de traiter avec beaucoup d'attention, parce que les données d'un pays, ça constitue une richesse extraordinaire et on ne peut pas se permettre d'avoir ces données qui sont gérées un peu n'importe comment. Évidemment, autre enjeu, on a la sécurité informatique. Donc aujourd'hui, vous entendez parler de temps en temps de cyberattaques ou de hacking, etc. Donc la question aussi de la sécurité, elle est extrêmement importante quand on parle de numérique. Et enfin, l'impact environnemental, parce qu'à travers les technologies, il y a beaucoup d'empreintes carbone qui circulent.
Donc ici au Sénégal, les nouvelles autorités ont lancé l'agenda de transformation, la vision 2050, comme vous le savez. Et dans cette vision 2050, il y a un volet qui concerne le numérique. Vous entendrez parler beaucoup dans quelques semaines, ça a déjà commencé pour ceux qui suivent l'actualité, de New Deal technologique. C'est quoi la New Deal technologique? Donc il a pour objectif d'encourager l'innovation technologique et la transformation numérique de l'économie, notamment avec la digitalisation des entreprises. Ce Rio Digital Show que nous organisons, on peut dire que c'est un prélude à ce grand lancement de la New Deal technologique. C'est d'ailleurs cet élément qui me font cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition. Dans quelques minutes, dans un entretien spécial, je reçois ce soir Major Kandji, consultant. Il sera question de la sécurité routière, de l'insécurité, mais également d'autres questions d'actualité.